6 juin 1944, le D-Day. Annick Cogent, le titre de votre livre, Annick, c'est Nous y étions. Alors évidemment, vous, lauréate du prix Albert Londres, la grande journaliste, la conteuse qu'on connaît, quand on dit Nous y étions, j'ai envie de dire vous y étiez, mais presque, parce qu'il y a 50 ans, et c'est l'objet de ce livre magnifique publié chez Grasset en coédition avec Le Monde, eh bien vous avez rencontré des vétérans et qui pour la plupart malheureusement ne sont plus là aujourd'hui, mais c'est une page d'histoire 80 ans après que vous nous permettez de revivre, Annick. Mais quelle histoire incroyable, bouleversante, grandiose, douloureuse aussi, et puis épique, parce qu'il y a tous les éléments dans ce grand jour du 6 juin 44 qui a été fondamental dans l'histoire, dans notre histoire évidemment, dans l'histoire du monde, et qui a été l'opération militaire la mieux préparée et la plus extraordinaire sans doute de tous les temps. L'opération amphibie, il y avait toutes les armes, et en un jour, il y avait un tel enjeu. L'enjeu était colossal quand même. C'était ouvrir un front à l'ouest et puis aller jusqu'à la Ruhr et aller jusqu'à Berlin pour abattre le nazisme et mettre fin au régime d'Hitler. Donc c'était colossal comme enjeu, et en même temps on a mis en œuvre des forces incroyables. Plus de 150 000 hommes ont débarqué ce jour-là, plus de 10 000 avions, plus de 5 000 bateaux. Enfin, c'était un truc pensé depuis des mois. Et puis il y a eu évidemment beaucoup de victimes, etc. Et la plupart des victimes avaient 20 ans, 22 ans. Et c'est extraordinaire parce que les récits de ce jour-là sont grandioses et sont bouleversants. J'aime entendre ces hommes, et j'ai eu envie qu'ils me le racontent, parce que on raconte souvent l'histoire du point de vue des généraux ou du point de vue des historiens qui voient l'ensemble. Moi, j'avais envie d'être avec eux sur la plage. J'aurais pas voulu y être, je vous assure, parce que je me serais sans doute pris une balle. Mais qu'est-ce que ça fait de descendre sous la mitraille allemande? Et puis j'ai eu la chance aussi de rencontrer à la fois les vétérans, on en bien voit sûr, là en photo, les soldats. Voilà, c'est vrai, ils sont sur vos photos là. Voilà. Et c'était rencontre absolument incroyable. Oui, parce que ils ont accepté. Moi, au départ, je savais pas ce que c'était. J'étais pas bien formée, donc j'ai eu quelques rencontres à New York, à Washington. Là, c'est Washington avec. Alors lui, il était plus âgé parce qu'il est devenu amiral. Il a travaillé avec Kennedy plus tard. J'étais dans sa maison de Washington, dans son sous-sol, et il me montre toutes ses collections de tout. Et lui, par exemple, il était dans un bateau, il dirigeait les dragueurs de mines pour préparer les plages de Tabiche et faire sauter les mines avant que les hommes arrivent. Et il me disait-il, je connaissais moi ces plages parce que j'avais participé à des missions secrètes des mois avant, parce qu'évidemment pour prévoir l'arrivée des chars, des hommes, etc. Des plages, je voulais savoir de quelle était la texture des plages. Est-ce que c'était du sable fin? Est-ce que c'était d'autres choses? Est-ce que c'était des galets? Et il faisait partie de ces hommes qu'on a envoyés, qui nageaient jusqu'à la plage, qui prenaient des échantillons de sable. Et évidemment, ça devait être dans le plus grand secret, parce que personne, surtout pas les Allemands, devaient savoir que le débarquement aurait lieu en Normandie. Donc il ramenait ces échantillons de sable jusqu'au moment où il y a eu une torche allemande qui s'est braquée sur lui. C'était la catastrophe. Il a eu le temps de jeter son sable, il s'est précipité sur l'Allemand, il l'a étranglé. À la suite de ça, me dit-il, c'est pour ça que c'est plein de petites histoires, l'état-major a décidé de leur adjoindre pour ce type de mission des archers, c'est-à-dire des spécialistes de tir à l'arc recrutés à Hollywood, qui étaient les doubleurs de films d'Indiens, les doubleurs d'Indiens dans les films d'Hollywood, qui ont accompagné ces missions spéciales. Chacun avait des histoires dingues que j'ai pas lues dans les livres d'histoire, forcément. C'est vrai. Là, regardez, là, c'est d'ailleurs la couverture ce livre. On voit là, nous y étions, les 18 vétérans qui racontent heure par heure le D-Day. On voit d'ailleurs l'un d'entre eux qui est là, extraordinaire. Et ce qu'on ne voit pas, vous nous le dites, il est allongé sur le corps de son copain. On voit les pieds qui dépassent, parce que la photo est un petit peu coupée là, et il y a à la fois le désespoir, et puis il va continuer. Alors j'ai essayé de me renseigner sur cette photo magnifique, et on dirait un acteur, il est tellement beau et désespéré. Et en même temps, il a survécu, il est devenu pompier, il a retrouvé d'ailleurs le photographe qui avait pris cette photo. Il dit, j'avais évidemment pas vu qu'on était photographié. Enfin bref, lui, il s'en est tiré. Mais ils étaient extraordinaires, ces hommes, parce qu'il fallait ce qu'on appelle le courage, quand même. Le courage, ça veut dire quelque chose. Et animer, pas tous, bien sûr, mais enfin animer de la conviction. Enfin si, tous étaient animés par la conviction que c'était une guerre juste, qu'ils étaient du bon côté. C'est vrai qu'Eisenhower avait dit, juste avant qu'il s'embarque, je vous apprêtez à mener la grande croisade. Alors on a un peu rigolé sur le mot croisade, mais ils avaient la conviction qu'ils étaient les forces du bien, effectivement, contre le mal. C'est toujours difficile dans une guerre de dire ce genre de choses, mais sans doute
peut-être était-ce la dernière guerre juste. Oui, regardez, ça c'est voilà, le double page, hein, Annick, dans Le Monde. Le Monde, hein, oui, c'est vrai. C'est-à-dire ça continue au fond. Ça continue, on fait une série, j'ai essayé de retrouver même maintenant. Alors là, moi j'ai écrit ça, c'était au 50e anniversaire. Ils avaient en gros 70 ans. Et je voulais raconter heure par heure, parce que c'était une telle mécanique de précision, le D-Day. Chaque heure, qu'est-ce que je dis chaque heure? Presque toutes les 5 minutes. Ça commence à 0h10 le 6 juin. Le planeur. Et ça se termine après 20h. 20h, là j'ai le plus jeune correspondant de guerre du D-Day. Et là aussi, incroyable, il a 24 ans, il est canadien, il n'a jamais fait ça, donc il se fait tout petit. Et puis il arrive, il doit sauter dans l'eau comme les autres. Heureusement, il arrive un peu plus tard que les autres, donc il y a moins de mitraille. Et puis il me dit, c'était pas évident, parce que vous savez, au-dessus de ma tête, j'avais ma Smith Corona. Alors je dis, je sais pas ce que c'est une Smith Corona. Il me dit, oh, vous devriez savoir, vous êtes journaliste. Smith Corona, c'est une machine à écrire et qui était bien dans sa boîte, bien préservée, etc. Et puis au-dessus de ma tête aussi, l'autre bras, j'avais la cage. Alors comme on parlait anglais, je me suis dit, j'ai mal compris. La cage. Il me dit, la cage aux pigeons. J'avais ma cage aux pigeons voyageurs. Il avait 15 pigeons voyageurs, le plus jeune correspondant de guerre du D-Day. Incroyable. Donc, oui, c'est plein de petites histoires, c'est plein de morceaux de bravoure, parce que là aussi, il fallait vouloir y aller. Beaucoup de journalistes, après, ont voulu rentrer vite fait après le D-Day, dès qu'il y avait des barges qui rentraient. Mais ça a été un moment fou. Et le raconter, effectivement, presque heure par heure, minuit 10, le premier planeur arrive. Mais de les imaginer dans un planeur, il me raconte, on chantait « It's a long way to Tipperary » pour pas avoir trop peur. Et puis, quand ils sont largués, je me suis toujours demandé d'ailleurs comment s'arrête un planeur, parce que ils sont posés juste à côté dans un boucan épouvantable, un choc effroyable. Le planeur s'écrase près du pont. Et on leur avait montré des maquettes du pont, etc. Et ils sont à 20 mètres du pont. C'est incroyable. Donc, très vite, il va agir. C'est stratégique. Et puis, à minuit 20, c'est quelqu'un qui saute sur Sainte-Mère-Église. Il est encore en parachute et il voit ses copains qui sont en train de sauter également en parachute. Et pendant ce temps-là, les Allemands tirent sur plusieurs de ses copains meurent avant même, ils sont troués de balles avant même d'atterrir et de toucher le sol. Et puis après, il y a ceux qui arrivent. Et puis évidemment, j'avais envie de voir les héros, mais j'ai aussi vu les Allemands. Oui, de l'autre côté aussi, voilà, ceux qui attendaient, ceux qui étaient qui ne croyaient pas de ce qu'ils étaient en train de voir. Non. Et puis en plus, alors il y a un major que j'ai rencontré à Hambourg, mais un autre, un petit jeune quand j'ai rencontré, il avait 67 ans, un petit jeune, mais enfin à l'époque il en avait 17. Et je l'ai rencontré par hasard, il était sur la tombe dans un cimetière allemand, où je me suis promenée pour voir, j'étais intriguée par ce cimetière, dont on parle que du cimetière américain, mais il y a aussi le grand cimetière allemand, à côté d'ailleurs. Et il était là, recueilli sur une tombe, on a commencé à parler, et il me raconte lui aussi son idée. Il voulait pas être là, il a été enrôlé de force, il dit qu'il n'y avait pas le choix, ils auraient fusillé ma famille. Donc il se retrouve là dans un blocos, puis à 4h du matin, 2 heures, on le fait alerte générale. Alors il dit, encore des alertes. Et on dit non, c'est la vraie. Ils arrivent, l'invasion. Et donc lui, il est cramponné à sa mitrailleuse. On lui dit, tu tires que quand tu vois les visages. Donc, et comme j'avais rencontré juste avant l'Américain qui était en face de lui, en gros, ça fait des témoignages effectivement bouleversants. Ouais. Et lui, il pensait à sa maman, il avait envie de faire des prières. Puis il va perdre 3 doigts d'ailleurs parce que tout va exploser, il va être fait prisonnier. Eux aussi ont leur histoire évidemment. Ouais. Et c'est pour ça quand même qu'il y a un message d'espoir quand même. D'abord, le D-Day est un message d'espoir, mais même les Allemands... pour aujourd'hui au fond, Annick. Oui, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'Ukraine et ce qui se passe là-bas. Et les Américains que j'ai rencontrés récemment encore, donc qui ont maintenant 100 ans, pensent pas trop à l'Ukraine, disent on viendrait vous aider si vous aviez un problème. Ils font un peu comme ça. Bien sûr, on viendrait vous aider, on ferait la même chose. Je dis, avec Trump, ils viennent dire l'inverse. Bon. Ils veulent pas croire. Mais les Anglais que j'ai rencontrés, des Anglais vétérans, 99, 103 ans, encore il y a 15 jours à Londres, me disaient on a très peur. Les messages qu'on reçoit maintenant, toutes les informations nous font penser à 39. L'époque de 39. Et il faut aider l'Ukraine, disait-il. Poutine est en train de faire ce que faisait l'autre. Donc ils sont tous très très inquiets, côté anglais en tout cas. Et puis c'est vrai. Le message du D-Day est un message très fort, un message d'espoir. Quand on est tous alliés, on peut quand même mettre une fin, sans doute, à la dictature et au fascisme, à condition d'être alliés. Et là, j'ai une vieille dame de 97 ans qui me dit, vous savez, moi j'ai toujours pensé au message du D-Day comme un message qui réunit les cultures, notamment les cultures européennes.
elle est britannique. Et elle me dit, le Brexit, pour moi, ça a été un tel déchirement, un tel échec et une gifle donnée au D-Day. Je n'avais pas pensé à faire cette comparaison. Mais elle aussi est persuadée que, bien sûr, qu'on doit s'unir et que l'Europe doit être forte. Et que c'est un peu le message du D-Day, finalement. Oui, oui. Vous racontez des choses absolument incroyables, Annick. Hein. Par exemple, cette famille qui apprend qu'il va falloir aller combattre américaine et qui, voilà, des Noirs, oui, et les Noirs, qui disent au fond, voilà, on va combattre pour notre pays, alors qu'il y a encore dans le sud la ségrégation. Oui. On était en pleine ségrégation et on ne voulait pas, au départ, les Américains, après ils sont un petit peu résolus, mais les Noirs n'avaient pas le droit de combattre. Il y a 17 000 jeunes Noirs qui sont arrivés sur les plages le 6 juin 1944. On ne les a pas beaucoup vus parce qu'effectivement, on ne leur donnait pas de fusil. Ils ont pu installer les ballons anti-aériens sur certaines plages. Ils étaient sans doute chargés des transports, de l'intendance, de la bouffe, un peu étaient médics, un peu infirmiers, mais on ne leur confiait pas des armes. L'Amérique restait en pleine ségrégation, y compris dans sa guerre. Ils étaient très maltraités. D'ailleurs, ce sont eux, quand il y a eu des exactions commises auprès des Normands, il y en a eu quand même quelques-unes, eh bien, les Noirs étaient tout de suite plus réprimandés que les Blancs. Il n'y avait aucune comparaison possible. Et là, c'est vrai, il y a un mois, j'ai rencontré un Noir américain qui me raconte qu'effectivement, il allait sur le chemin de la messe, de l'église. Son père était pasteur, très pauvre, à Boston, et puis que sa maman apprend Pearl Harbor et elle s'arrête en effet. Elle regarde ses deux garçons, 15 et 16 ans, en disant « L'Amérique est en guerre, mes garçons, vous devez servir votre pays ». C'est incroyable. La force, alors c'est le patriotisme, évidemment, sans doute aussi de la propagande, etc. Mais il y a aussi, c'est peut-être le message aussi du D-Day. On n'a plus l'habitude de ça. Peut-être l'idée de transcendance aussi. Il peut y avoir des choses plus grandes que nous. Il peut y avoir des combats qui nous dépassent, en tout cas notre propre vie. Et que ça vaut le coup d'offrir notre vie pour quelque chose de plus grand. On n'en parle pas ces temps-ci chez nous. Et puis l'idée de sacrifice, ça paraît presque ringard. Et pourtant, s'il n'y avait pas eu le D-Day, et s'il n'y avait pas eu des jeunes hommes pour venir délivrer la France, l'Europe, qu'est-ce qui se passerait actuellement ? Donc c'est pour ça qu'ils aiment bien revenir maintenant. Pendant longtemps, ils n'ont pas parlé, ils sont rentrés aux États-Unis, les survivants. Ils sont rentrés, ils se sont mariés, ils ont voulu faire des études, ils ont créé des familles, ils étaient dans la vie, on n'a presque plus parlé d'eux. C'est après, il a fallu attendre 84 à peu près pour qu'on se dise quelle histoire! C'est des héros. C'était Reagan en 84. Puis après, il y a eu Clinton, et puis après, il y a eu Obama. Et ça n'a cessé... Ces commémorations n'ont cessé d'être plus énormes décennie en décennie. Oui, mais en même temps, 80e anniversaire, là, c'est les derniers. Oui. Ils vont venir... Oui. Il y a là encore de moins en moins. Oh, de moins en moins. On dit qu'aux États-Unis, c'est terrible ce que je vais dire, mais j'ai lu ce chiffre, il en mourrait 131 par jour. C'est un chiffre du département de combattants de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on pense quand même, moi je pensais qu'il en restait beaucoup moins, mais qu'il y aurait peut-être 40 000, quelque chose comme ça, entre 40 et 50 000, ou d'autres se tairent et ne le disent pas. Ça veut dire qu'il y en a 40 000 qui meurent par an. Et voilà, c'est à peu près ça. Donc, normalement, d'ici 2-3 ans, il y en a plus, sauf alors il peut y avoir un épiphénomène, il peut y avoir quelqu'un de très très vieux. Ceux que j'ai rencontrés, voilà, ils avaient entre 97 et 103 ans, avec toute leur tête, et puis alors prenant bien leurs petites pilules, leurs petits cachets, faisant attention à leur gorge, etc., pour être en forme sur ce 6 juin. La semaine prochaine, qui va être tellement important. Il y aura au moins 25 chefs d'État, il y aura... Et surtout, tout le monde dit ça, les maires, les autorités qui seront là disent, les seuls VIP, vraiment, seront les 250 vétérans et centenaires. Ce qui est fou, Annick, c'est que dans l'introduction de ce livre, il y a beaucoup de vous, parce que des souvenirs de petite fille, hein, de ce récit, déjà. Lorsque vous habitiez, vous n'êtes pas loin de ce cimetière, vous alliez courir en regardant les tombes. Et en rêvant à l'Amérique aussi, peut-être, avec qui étaient ces hommes qui étaient derrière ces noms gravés. C'est rentré dans la légende familiale, mais dans combien de légendes familiales, tous les gens qui ont... Enfin, je pense dans le sud de la France aussi, puisqu'il y a eu au fond un débarquement aussi en Provence, mais en tout cas en Normandie. Il se trouve que mes parents bretons, ma famille bretonne était temporairement en Normandie. Donc maman était sous les bombes. Le 6 juin 1944, elle n'avait pas école, donc elle était ravie. Et puis les Américains arrivent, génial. Et
puis la maison va être bombardée, détruite, ils vont partir en exode. Bon, comme des milliers de personnes, nous avons eu de la chance, personne n'est mort dans la famille. Et il y a eu pourtant, je vous disais, 20 000 Normands qui sont morts, malgré tout, dans cette bataille de Normandie qui a été tragique. Mais ma mère était très, très marrante, très joyeuse, et elle racontait de façon très truculente. Donc avec mes frères, on se disait « Oh, la chance d'avoir vécu ça, la guerre, ça devait être génial !» Non, c'était pas que génial, vraiment. Mais la façon dont elle nous l'a raconté, c'était une épopée, vraiment, le D-Day. Donc c'est vrai que ça nous a toujours fascinés. C'était le meilleur des feuilletons pour nous. Elle nous le racontait le soir. Et puis, elle distillait comme ça son récit. Et puis, le hasard a fait qu'on a déménagé. Et l'été de mes 6 ans, on a habité la maison était devant un cimetière. Au départ, mon père n'était pas ravi. Puis en fait, il y avait des arbres, donc ça allait. Moi, je trouvais ça très, très intéressant. Je ne connaissais pas la mort. Je ne m'étais même pas vraiment posé de questions. Il n'y a pas eu de mort dans ma famille. Je trouvais ça très intéressant d'aller me promener dans ce cimetière. Et on n'avait pas de tombe familiale, contrairement à toutes les autres filles de ma classe. Mais j'ai repéré, tout au bout du cimetière, des petites tombes blanches, des stèles qui étaient très différentes des autres, qui n'étaient pas en granit, etc. J'ai regardé les âges, 17, 19, 21, 22, et les noms, Maxwell, Brocklow, enfin, bref, des noms pas bretons, hein, c'était pas Scornec, c'était pas Madec. Tout de suite, je suis revenue à la maison, papa, et il me dit, ce sont des alliés, c'est un avion allié qui a été mitraillé et qui est tombé, donc c'est des jeunes alliés. Il avait dit alliés. Les alliés du débarquement. Donc tout d'un coup, mon petit village était connecté à la grande histoire. J'étais pas dans un petit endroit paumé du Nord Finistère. J'étais connectée au D-Day, même si en fait l'avion s'était écrasé en 42, donc c'est bien avant le D-Day. Mais pour moi, c'était la même histoire. Et donc j'allais déposer régulièrement. C'était mes tombes. J'en avais pas. Bah, c'est devenu les miennes. Voilà. Je m'imaginais mes combattants alliés. Donc je leur donnais à tous la tête de Steve McQueen parce que c'était mon feuilleton préféré, au nom de la loi. Et donc, je les imaginais avec des têtes d'acteurs américains. Et j'étais déjà, petite fille, d'une certaine façon, reconnaissante aux gens qui étaient venus nous libérer. Alors, je ne savais pas le nazisme, je ne savais rien, mais contre nos ennemis, ça c'est sûr, c'était nos ennemis. Merci, c'est formidable, Annick Cogent. C'est un livre, voilà, comme Annick le raconte, c'est absolument bouleversant, fascinant, incroyable. Ces 18 vétérans qui racontent heure par heure le D-Day chez Grasset Le Monde. Annick Cogent, nous y étions, ce livre formidable. Merci d'avoir été avec nous, Annick. C'est gentil, merci.